Polisario déclare désormais la fin du cessez-le-feu. Une première en près de 30 ans. Le Front Polisario déclare désormais la fin du cessez-le-feu conclu en 1991. Une annonce après avoir bloqué pendant 24 jours le flux commercial entre le Maroc et la Mauritanie au poste de Guerguerat. Vendredi, les phares ont repris cette zone et ainsi permis le retour à la circulation des marchandises et des civils. Une action minutieuse, non offensive, mis à part des tirs de sommation. Que retenir de ces événements et surtout quelle suite? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce lundi 16 novembre. En deuxième partie d'émission, nous nous poserons cette question. Joe Biden aura-t-il les reins solides face à la Chine? Alors que Pékin pourrait devenir la première puissance économique mondiale durant le mandat du nouveau président américain, l'Empire du Milieu annonce avoir signé le plus grand accord commercial au monde en termes de PIB. Un accord avec 15 pays d'Asie qui intervient alors que la Chine finalise son plan quinquennal qui prévoit une plus grande autonomie industrielle. Que pourra faire alors Joe Biden face à la Chine? Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce lundi, Hassan Alaoui, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes fondateur et directeur de publication du magazine Maroc Diplomatique. Jawad Kaloudi également avec nous, bonjour. Bonjour Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hassan Alaoui, je voudrais commencer avec vous avant de revenir sur les événements de Guerguerat. Votre réaction à la fin du cessez-le-feu par le Polisario, c'est la première fois en 30 ans que le Polisario fait cette annonce. À quoi faut-il s'attendre ? Aujourd'hui, je vous suggérer une analyse un peu différente. C'est que c'est une nouvelle donne finalement. D'autant plus que le cessez-le-feu était censé être un élément, je veux dire, un socle, un pilier central, si vous voulez, du processus de règlement de ce problème. Et évidemment, le Polisario à l'époque, il faut dire que le Polisario de l'époque, il y avait, je veux dire, les dirigeants étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Donc c'est une autre équipe, il faut le souligner aussi. Aujourd'hui, l'équipe qui règne, dont Brahim Rali, dont on dit qu'il s'est enfui, on ne sait même pas où il est, paraît-il, on se pose la question. Donc ils ont décidé de tout simplement de violer le cessez-le-feu, aussi bien l'aspect politique que l'aspect militaire, parce qu'ils se sont installés de force sur, je veux dire, le passage routier qui sépare le Maroc et la Mauritanie, et ils ont fait arrêter toutes les activités dans le sens ou dans l'autre, je veux dire, surtout les activités commerciales. Et est-ce que cette annonce du Front Polisario d'annoncer donc la fin du cessez-le-feu, ça veut dire qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à de nouvelles initiatives et à des circulations libres du Front Polisario? Alors, il y a d'une part le rétablissement, si vous voulez, de la circulation par les phares, qui s'est passé de manière très pacifique et je veux dire professionnelle et intelligente. Oui, on va y revenir. N'est-ce pas? Et puis, il y a donc maintenant la circulation, elle est évacuée, elle est libre, et tout ce qu'on peut dire, mais il y a aussi le fait que c'est un signal du Polisario qui n'entend pas s'arrêter là. D'ailleurs, le fait qu'il ait tenté de lancer des escarmouches et de tirer sur l'armée marocaine nous dit combien, en fait, c'était, je veux dire, s'inscrire dans une tactique qui ne lui est pas, je veux dire, personnelle ou originale, puisque ça fait quand même des mois et des années, voire des années, qu'il tente toujours d'occuper cette zone, n'est-ce pas, et que les phares, évidemment, reviennent. Maintenant, c'est une autre donnée, c'est une autre dimension du conflit à laquelle nous assistons, n'est-ce pas? Et on verra, je veux dire, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, comment ce dossier va évoluer, comment, surtout, le parrain du Polisario, à savoir l'Algérie, elle a déjà réagi, mais comment elle va prendre un petit peu j'allais dire, entre guillemets, le train, si vous voulez, de ce processus inédit qui est celui de la provocation. Alors, je me permets de vous rappeler qu'en 1980, il y avait déjà un semblant d'affaire comme ça, qui s'appelait ce que le Maroc appelait le droit de poursuite. C'est-à-dire aux escarmouches, aux attaques, aux agressions du Polisario à l'époque, l'armée marocaine était, comme aujourd'hui, très disciplinée, très correcte et tout, mais il a fallu un certain moment où quand même l'armée marocaine devait
poursuivre le Polisario jusque dans ses incursions, jusque pratiquement la frontière algérienne. Et donc aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la même chose, tout simplement, Oui. mais c'est aussi un droit du Maroc, si vous voulez, de riposter, à savoir comment maintenant il va le faire dans l'avenir, mais il a donné justement la preuve de sa volonté, de sa fermeté et aussi, pardonnez-moi, de sa sagesse. Jawad Kadodi, alors Hassan Alaoui nous dit c'est une autre dimension désormais avec cette annonce du Front Polisario. Quelle est votre lecture à vous? Alors, moi j'analyse la position du Polisario de la façon suivante. Toutes ces dernières années, le Polisario a subi beaucoup de revers sur le plan diplomatique. Et on l'a vu avec la dernière résolution du Conseil de sécurité du 30 octobre 2020, qui finalement conforte la position marocaine sur tous les points. Donc, je considère que le Polisario a perdu la bataille diplomatique. Alors, il lui reste uniquement le retour aux armes. Et c'est vrai que pendant plusieurs fois, il avait menacé donc le retour aux armes, mais là, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'il l'annonce officiellement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines à venir? Il peut effectivement commettre des actes de guérilla le long du mur. Et comme a dit mon ami Alaoui, est-ce que les phares vont utiliser le droit de poursuite ou pas? Ça, on le verra dans l'avenir. Mais moi, ce que je considère, c'est la position de l'Algérie. Parce que les forces armées royales sont de loin, tout le monde le sait, supérieures aux milices du Polisario. Bien sûr. Donc, tant que c'est uniquement des actes de harcèlement du mur, il n'y a pas danger. Et je ne pense pas que l'Algérie, dans la situation où elle est, puisse intervenir elle-même. Et là, ça serait grave, parce qu'à ce moment-là, ça serait une confrontation entre le Maroc et l'Algérie. Et d'ailleurs, dans son communiqué, l'Algérie donc a appelé à la retenue. C'est pour cela que je pense que l'Algérie n'interviendra pas. Alors justement, Hassan Alaoui, on peut se poser la question, quelles sont à ce jour les dernières forces militaires dont dispose le Polisario? Jawad Kadodi, je rappelle qu'il y a peut-être moins de 24 heures, il y a eu une déclaration qui est une manière de répondre au Maroc du général Saïd Shangriha, où il a dit, et délibérément, il a rappelé, avec enthousiasme chez lui, que l'armée d'Algérie est l'armée la plus forte d'Afrique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, évidemment, les gens qui ne connaissent pas le rapport des forces et des forces en présence entre les deux pays, évidemment, peuvent céder, si vous voulez, à ce ton du général algérien. Oui. Mais toujours est-il que le dire aujourd'hui, 3 jours après l'intervention des phares, c'est tout simplement un message, à mon avis, qu'il faut prendre en considération et prendre sérieusement. De toute manière, nos forces, je veux dire les phares, ne sont pas des enfants de cœur. Ils analysent, ils ont des rapports, ils pèsent, ils surveillent, ils voient de leurs propres yeux sur tout le long du mur de défense qui a été construit en 1981. Ils voient cette évolution un petit peu des forces armées adverses, c'est-à-dire algériennes, parce qu'il faut parler maintenant comme ça, n'est-ce pas? N'oublions pas aussi qu'il y a eu un précédent très grave au lendemain de la marche verte, n'est-ce pas? Le président Boumedienne avait mobilisé un contingent important près de l'Aïoun. Je veux dire, pendant la marche verte, les soldats algériens étaient cantonnés dans la région de l'Aïoun, ce qui a conduit à la fameuse bataille en février 1976 d'Amgala, n'est-ce pas? Et à l'emprisonnement par le Maroc d'officiers et de soldats algériens. Donc, c'est dire tout simplement que l'armée algérienne n'est jamais absente dans ce contexte. Qu'elle soit, je veux dire, dans son propre territoire ou pas loin,
si vous voulez, de mahbès et tout ça, par personne interposée, c'est un élément important et significatif. Donc la déclaration qui est venue du général le plus important d'Algérie, aujourd'hui d'ailleurs je vous signale qu'il est le seul homme fort aujourd'hui parce que M. Tebboune, le président algérien, est absent depuis le 15 octobre et on ne sait même pas s'il est là, s'il est vivant ou s'il n'est pas, mais parce qu'il n'y a aucune image, aucune déclaration n'est venue nous dire qu'il est encore là. Hospitalisé en Allemagne à cause du Covid-19. Hospitalisé, mais personne ne l'a vu depuis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il existe encore? C'est le général, je veux dire, le général en chef, Saïd, en chef qui prend la relève, qui prend le pouvoir, qui fait les déclarations, qui donne des ordres et tout. Et on se pose la question s'il n'y a pas eu justement une volonté, si vous voulez, par l'armée algérienne de reprendre encore son rôle qui a été toujours le sien, à savoir faire et défaire les présidents. Alors, le Maroc a donc repris le point de passage de Guerguerat. Jawad Khadoudi, ce point de passage était bloqué par des éléments du Polisario depuis le 21 octobre. Que retenez-vous, vous, de l'intervention des forces armées royales? Alors d'abord, cette intervention est justifiée. Les éléments armés du Polisario sont entrés illégalement dans la zone tampon de 4 kilomètres qui sépare le Maroc de la Mauritanie. Ils n'ont pas le droit. Et ensuite, beaucoup plus grave, ils ont bloqué la route depuis le 21 octobre, alors que 150 camions passent chaque jour par cette route, qui est aussi un point de passage d'intérêt international. Il y a bien sûr des camions marocains, mais il y a aussi des camions européens qui passent par ce passage. Alors le Maroc a saisi le secrétaire général de l'ONU à plusieurs reprises pour leur dire faites votre travail avec la MINURSO, parce que la MINURSO, son rôle, d'ailleurs on se demande maintenant quel est son véritable rôle, puisqu'elle n'a pas bougé, alors qu'elle est chargée de surveiller le cessez-le-feu et donc de faire décamper toute personne qui arrive dans la zone tampon. Donc elle n'a rien fait et donc les forces armées royales le 13 novembre ont fait décamper les éléments du Polisario dans une opération non offensive avec uniquement des tirs de sommation et aucune victime. Donc je pense que cette intervention est pleinement justifiée. Oui, parce qu'on va se poser la question. Alors vous disiez, Jawad Khadoudi, que la MINURSO n'a pas repoussé le Front Polisario, mais en même temps son rôle c'est bien l'observation pour l'instant à la MINURSO, pas plus. Oui, alors oui, l'observation, mais ça sert à quoi l'observation? Si le Maroc n'avait pas intervenu donc le 13 novembre, oui, eh ben les éléments du Polisario seraient toujours là et bloqueraient toujours le passage de Guerguerat. Donc finalement, cette mission d'observation, bien sûr, je ne suis pas contre, mais je pense qu'elle n'a pas joué son rôle. Ouais. Hassan Alaoui, c'est vrai que cette intervention marocaine a aussi été l'occasion pour le Polisario d'alimenter la toile en fake news. Hein. Il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé sur les réseaux sociaux par des éléments du Polisario. Oui, ça c'est l'aspect plus qu'anecdotique, l'aspect ridicule. De toute façon, parce que... Et pourtant relayé par des professeurs ou des stars même espagnols. Oui, tout à fait, qui appartiennent à l'establishment toujours hostile au Maroc. On sait ça. De la même manière que les organisations, beaucoup d'organisations espagnoles alimentées par le gouvernement algérien, interviennent depuis des années pour soutenir évidemment le Polisario à travers une communication dont une grande partie ou la totalité relève des fake news. Et donc aujourd'hui, on n'est pas étonné parce que des groupes armés du Polisario qui partent en débandade en courant, les images ont été claires et nettes et illustratives. Ça, je veux dire, ça ne nous surprend pas qu'après leur service de communication, alimenté aussi par le gouvernement algérien, puisse donner une autre, je veux dire,
une autre partie, je veux dire, il y a un autre aspect de l'information qui reste évidemment sur le terrain maintenant avec les moyens modernes et les télévisions et les caméras et tout ça. Donc, qu'est-ce qui lui est resté au Polisario? Tout simplement, maintenant, une guerre de tranchées avec tout un arsenal de mensonges et de propagande qu'on lui connaît. Mais la réalité, elle a été très visible. L'armée marocaine est intervenue avec discipline et professionnalisme. L'armée marocaine a chassé, elle a évacué les positions du Polisario et tout à son mérite, elle n'a pas fait, je veux dire, sans conférir, elle n'a pas fait, de victime ou quelque chose comme ça. Elle a respecté les ordres et les codes. Et d'ailleurs, les instructions royales ont été dans ce sens, faire évacuer, n'est-ce pas, la position de Guerguerat, la sécuriser, mettre un cordon, je dirais presque sanitaire entre guillemets, c'est ce qu'elle veut dire. Oui. La suite des Décodeurs Atlantiques, toujours avec Jawed Kardoudi. Bonjour. Rebonjour Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hassan Alaoui également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Landry. Fondateur et directeur de publication de Maroc Diplomatique. On parle donc avec vous, messieurs, des événements de Guerguerat. Alors une question se pose désormais, Hassan Alaoui, c'est quel impact ces derniers événements vont-ils avoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois sur le dossier du Sahara? Eh bien, écoutez, l'impact, il est à double visage, à double phénomène. C'est-à-dire, le premier, c'est d'avoir une stabilisation et une preuve que l'armée marocaine ne plaisante pas, que l'armée marocaine ira jusqu'au bout pour défendre le dernier rang, de notre territoire. Et deuxièmement, ça va évidemment, je pense personnellement que ça va maintenant dans la tête des grands dirigeants de ce monde, en l'occurrence le secrétaire général des Nations Unies, ça va quand même le pousser à réfléchir à une solution, de comment organiser un petit peu le processus de règlement de ce problème. Je veux dire par là tout simplement que la priorité sera donc, à mon sens, donnée à la future nomination de l'envoyé spécial à la place de Horst Köhler. Ouais, toujours attendu depuis 1 an et demi, on le précise. Et donc, aujourd'hui, tout un chacun le réclame. Et évidemment, la reprise en main, si vous voulez, des accords de violés, il faut quand même qu'ils soient respectés par le Polisario en particulier. Ça veut dire tout simplement une mise en garde inédite, officielle, éventuellement. Et moi, je vois que si ça ne nécessite pas peut-être une réunion du Conseil de sécurité, au moins, la relance officielle du processus de règlement avec les tables rondes de Genève, éventuellement en présence, je le souligne, de l'Algérie, qui est partie prenante depuis toujours. Elle n'a jamais cessé, elle n'a jamais été autrement que partie prenante depuis 1975. C'est elle qui a créé le Polisario. C'est l'Algérie qui a alimenté le dossier à l'époque, bien sûr, parce qu'il y a les pétrodollars aidant, n'est-ce pas? Elle avait le vent en poupe. Mais aujourd'hui, elle est en difficulté. Elle doit absolument maintenant comprendre l'enjeu régional. Et nous, le Maroc, vous savez très bien que le Maroc n'a pas occupé, comme la propagande algérienne le dit, il n'a pas occupé le Sahara, il a repris son Sahara. Et tout ce qu'il a fait depuis maintenant 45 ans, c'est inouï en termes d'investissement, d'édification, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, de routes, d'autoroutes, de ports, et tout ça, ça veut dire tout simplement que le Maroc, il a apporté sa contribution, il a apporté son savoir-faire, il a tout apporté pour le Sahara. Alors qu'en face, dans les camps de Tindouf, où sont séquestrés, je dis séquestrés et non pas réfugiés, séquestrés les populations, les frères
nos frères sahraouis, eh bien, il n'y a rien, il n'y a que des tentes et du vent et du sable. D'autant plus que la même situation qui prévaut fait aussi savoir, ça nous dit quelque chose depuis des lustres, n'est-ce pas? Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, demande l'identification des populations dans les camps de Tindouf. La comptabilisation. Parce que tout simplement le problème qui s'est posé, c'est que dans les années 73, 75, 76, 80, il y avait une sécheresse terrible, successive pendant des années, et les services algériens ont tout simplement été dans la région, ramasser toutes ces populations perdues en transhumance, et ils les ont fait venir à Tindouf pour grossir le chiffre, soi-disant, des Sahraouis. N'est-ce pas? Alors qu'il n'en est rien. Ce sont des Maliens, des Nigériens, des Mauritaniens et tutti quanti. Donc tout ça, si vous voulez, il faut maintenant le prendre en compte, l'exposer officiellement, et à la diplomatie marocaine de faire en sorte que finalement, on éclate ce dossier et comment dirais-je, et qu'on expose la réalité, la vérité, rien que la vérité au monde. Jawed Kaloudi, vous êtes d'accord avec Hassan Alaoui sur les impacts à attendre et éventuellement cette mise en garde du Conseil de sécurité de l'ONU, ça pourrait être quelque chose qui pourrait voir le jour? Non, alors je suis d'accord sur le fait que ça va pousser le secrétaire général à nommer rapidement son envoyé personnel c'est un peu pour calmer aussi la situation et pour dire que les tables rondes vont reprendre pour trouver une solution politique et donc acceptable pour les partis. Donc moi je pense que c'est le seul impact que ça peut avoir pour le moment, à condition, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer dans les semaines prochaines, oui. Ce que je n'espère pas, bien sûr, mais si les accrochages se multiplient, s'il y a des victimes, parce que c'est ça ce que suivent d'ailleurs l'ONU et aussi la communauté internationale, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une réunion du Conseil de sécurité, mais si c'est uniquement des petits accrochages le long du mur sans victimes, je pense que le seul impact, ça va être la désignation par le secrétaire général de l'ONU de son envoyé spécial pour la question du Sahara. Alors, puisqu'on parle des Nations Unies, messieurs, un dernier mot très rapidement, parce qu'on est en retard sur cette information révélée par le Washington Post, Hassan Alaoui, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine, qui pourrait devenir l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU sous Joe Biden. Faut-il s'inquiéter et que faire dès maintenant, selon vous? Alors, à mon sens personnel, à la bonne heure. Elle ne veut pas être pire que Susan Rice ou quelqu'un d'autre. Madame Clinton, c'est une très grande dame, une grande diplomate aussi. Elle a quand même dirigé le State Department pendant des années. Elle a une longue expérience, si vous voulez, internationale de diplomate et de tout. Elle a failli être présidente des États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, sa désignation, si elle venait à être confirmée, serait, à mon sens, une bonne chose. En tout cas, elle ne serait jamais aussi pire que celle de Susan Rice. Donc, Madame Clinton, c'est aussi, ne l'oublions pas, entre guillemets, une amie du Maroc. Elle connaît le Maroc. Elle est venue plusieurs fois au Maroc, à titre privé ou à titre officiel. Donc, on ne peut que se réjouir parce qu'en plus, elle connaît le dossier du Sahara. N'est-ce pas? Elle l'a traité. Et on peut imaginer, évidemment, qu'elle va évidemment trouver un dossier compliqué, n'est-ce pas? Mais j'espère, en tout cas, c'est mon vœu, qu'elle sera à la hauteur de la tâche, évidemment, et qu'elle va être un élément, je veux dire, un intermédiaire entre l'administration américaine et l'ONU, et en faveur de la paix et du règlement du problème. Jawed Kaloudi?
Alors d'abord, c'est un nom qui circule parmi d'autres et rien d'officiel. Oui. Maintenant, effectivement, c'est une amie du Maroc. Elle est venue plusieurs fois. Pour l'anecdote, elle a porté le caftan marocain dans plusieurs mariages. Et donc, je pense qu'au contraire, connaissant bien le Maroc, elle sera un allié pour notre cause. Et j'ajouterai, Landry, que maintenant, vous m'écoutez ? On vous entend, J'ajouterai que notre rôle aujourd'hui au Maroc, c'est de l'aider, si jamais elle était confirmée dans son poste. C'est de l'aider encore plus, faciliter la tâche plutôt que de lui compliquer, comme seraient tentés de le faire nos adversaires. Voilà.